Ok, épisode 3. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler d'un sujet qui, d'après moi, concerne beaucoup de personnes. Euh, En tout cas, c'est ce que je vois autour de moi. Et c'est le sujet de la perte de poids. Euh, la majorité des gens que je rencontre à la salle de sport ou que je vois courir, je suis persuadé que si je leur demandais pourquoi est-ce que tu viens à la salle ou pourquoi est-ce que tu t'efforces à courir, la réponse qui viendrait le plus souvent serait parce que j'ai envie de perdre du poids. C'est quelque chose qui est extrêmement courant. Et le problème, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup de personnes, et ça a été mon cas, cherchent la façon la plus rapide de le faire et cherchent à trouver des raccourcis. Et c'est presque comme si j'ai j'aime pas mon corps tel qu'il est. Et je ne dis pas que c'est idéal d'être en surpoids, mais plus au niveau psychologique, c'est j'aime pas mon corps tel qu'il est et je veux me débarrasser de cette version de moi-même aussi vite que possible. C'était mon cas pendant une période, et le problème, c'est que ça me menait à faire des choses pas idéales, à, euh, en tout cas, dans mon cas, à sacrifier mon bien-être pour essayer de d'atteindre cette destination, entre guillemets, cette destination du corps parfait, pareil, c'est parfait entre guillemets, le plus vite possible. Donc, en d'autres termes, je sacrifiais ma santé, mon bien-être, pour perdre le poids le plus vite possible, afin que je me sente mieux plus tard avec le corps parfait, entre guillemets. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on fait en tant qu'humain, et c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on va sacrifier notre bien-être et notre sérénité aujourd'hui dans l'espoir de se sentir mieux plus tard. Donc, je vais donner un autre exemple. C'est, il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression pour leur boulot, qui stressent énormément pour tout ce qui est lié au travail, parce que, au fond, ce qu'ils veulent, c'est être récompensés, souvent financièrement, pour pouvoir mettre des sous de côté, pour pouvoir avoir une belle retraite. Et une fois que j'ai ma belle retraite, l'idée, c'est que je puisse me détendre, que je puisse enfin souffler. Et du coup, je me mets la pression aujourd'hui pour bien travailler, pour pas avoir euh, pour pas me faire pénaliser au travail parce que je suis en retard ou parce que je respecte pas les échéances ou peu importe. Je me mets énormément de pression aujourd'hui dans l'espoir d'avoir suffisamment de sous quand je pars à la retraite pour être serein plus tard. Et c'est assez amusant ce qu'on fait, parce qu'en fait on sacrifie le seul moment qui compte vraiment, à savoir maintenant. C'est cliché, mais c'est vrai, hein, le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment qu'on vit actuellement, dans l'espoir de se sentir mieux plus tard. Ce qui n'est pas garanti, parce qu'on ne contrôle pas le futur. Bref, c'était une petite parenthèse. Et on fait pareil pour tout ce qui est perte de poids. On a tendance à chercher les raccourcis, à aller le plus vite possible vers cette destination imaginaire qui est le corps parfait. Et du coup, ce que je remarque, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de, peut-être même d'influenceurs, qui vont en profiter pour vous vendre des solutions miracles. Vont en profiter pour vous vendre des secrets, entre guillemets, qui permettent d'aller plus vite, qui permettent de fondre, de faire perdre le gras un peu plus rapidement, etc. Et donc, le but de cet épisode, en tout cas mon objectif, c'est pas forcément de vous donner la meilleure façon de faire, parce que j'ignore quelle est la meilleure façon de faire, puisque je ne vous connais pas. Ça va dépendre de chacun, et je vais y venir dans cet épisode. Mais le but, c'est de vous faire poser quelques questions pour que vous disiez, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est vraiment pertinent? Est-ce que faire tant de cardio par jour et de manger telle chose tous les jours, je prends un exemple au pif, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça me sert vraiment? Et donc c'est vraiment, l'idée, c'est d'apporter un peu de nuance comme j'aime bien faire, et de vous encourager à vous poser des questions et à vous dire, bon, est-ce que ça a vraiment du sens? Donc, par où commencer?
On va commencer par se poser une grande question, à savoir, pourquoi est-ce que je fais ça? Et c'est l'occasion d'être vraiment honnête avec soi-même. Parce que certains diront, bah, c'est pour ma santé. Et je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans. Mais ce qu'on veut au fond, c'est même pas la santé. C'est même pas le corps de rêve. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien dans notre peau. Ce qu'on veut, c'est être accepté par les autres. En tout cas, se sentir accepté par les autres. Parce qu'on ne sait pas si les autres nous acceptent. Ce qu'on veut, c'est percevoir que les autres nous acceptent. Et donc, si c'est ça l'objectif, si l'objectif c'est de se sentir bien dans son corps, si l'objectif c'est de se faire accepter par les autres, ce qui commence par l'acceptance de soi, n'est-il pas logique de faire des choses qui encouragent l'acceptance de soi et le fait d'être bien dans son corps? Donc ça ne veut pas dire nécessairement que j'arrête de faire des efforts pour perdre du poids, mais il y a une différence entre faire ce qu'il faut pour perdre les kilos en trop et me punir. Me punir en m'affamant et me punir en faisant du sport à outrance. Et c'est plus quelque chose de psychologique, de mental. Mais donc, si, pourquoi, donc une fois de plus, le but, là où je veux en venir, c'est pourquoi est-ce que je fais ça vraiment? La plupart des gens font des choses sans savoir réellement pourquoi ils les font. C'est la première chose que je fais quand j'ai un nouveau client. C'est qu'est-ce que tu viens faire là? Ok, pourquoi tu viens? Parce que sur le papier, c'est je viens parce que je dors pas la nuit. Je viens parce que j'ai mal au dos. Je viens parce que j'ai des kilos à perdre. Ok? Et c'est ça la question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce que, en quoi votre vie changerait si vous n'aviez plus mal au dos? Si vous dormiez mieux la nuit? Si vous n'aviez plus ces kilos en trop? En quoi votre vie changerait? Et une fois que vous savez ça, comment est-ce que je me sentirais si toutes ces choses étaient accomplies? Et quasiment tout le temps, quand on creuse, creuse, quand on se pose la question pourquoi 5 fois, la réponse à laquelle on vient, c'est bah, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, j'ai envie de me sentir accepté par les autres et accepté par moi-même, parce qu'une fois de plus, je ne contrôle pas ce que pensent les autres, mais c'est ma perception euh, de ce que les autres voient de moi qui vient de ma perception de moi-même. Euh, mais au fond, c'est souvent ces mêmes choses-là. Ce qu'on veut, c'est avoir un sentiment d'être en communauté, de se sentir accepté par nos cercles d'amis, nos proches. Ce qu'on veut, c'est se sentir avoir une bonne confiance en soi, etc. Et je vais faire une petite parenthèse tiens, sur la confiance en soi, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent, mais quand vous vous affamez, quand vous exercez, pardon, quand vous faites du sport à outrance, malgré le fait que vous êtes crevé, vous n'écoutez pas les signaux de votre corps. Et quand je dis vous, j'ai fait absolument pareil. Je n'écoutais pas ce que me disait mon corps. Et quand j'écoute pas ce que me dit mon corps, il y a une dissonance entre ce que ma tête veut, ce que mon ego veut, et ce que mon corps me dit. Et cette dissonance, ça empêche le développement de la confiance en soi. Donc, si à l'inverse, j'écoute ce que dit mon corps et que je fais des choses avec intention, si je suis clair sur pourquoi je fais les choses, et si je prends des décisions en accord avec cet objectif qui est clair, alors au fur et à mesure, au fil du temps, c'est immanquable, je vais avoir confiance en moi. Si je tiens ma parole, si je fais, si je prends des décisions qui sont intentionnelles, conscientes, en fonction de ce que je désire, je vais finir par avoir confiance en moi. Par contre, si j'écoute pas mon corps, si je réagis automatiquement en fonction de ce que j'entends à droite à gauche, ou si je réagis de manière émotive, alors forcément il va y avoir une discorde au fond de moi, et forcément je vais pas avoir confiance en moi. Donc, c'était vraiment, pour commencer, c'est pourquoi est-ce que je veux vraiment perdre du poids? Et être honnête avec moi-même, et est-ce que, en se basant sur cet objectif final, est-ce qu'il est vraiment pertinent de
compromettre ma santé pour essayer d'aller un peu plus vite. Et c'est même pas garanti parce que ça a des conséquences et on va en parler. Donc ça, c'était vraiment l'introduction. Alors, je peux pas parler de perte de poids sans parler de calories. Et donc c'est là que je vais commencer. Et je souris. Donc pour ceux qui écoutent, je suis en train de sourire parce que c'est un sujet qui m'amuse un peu parce que c'est très incompris. C'est quelque chose de très incompris. Donc d'un côté, on a les calories rentrantes, donc les calories qui rentrent, et de l'autre côté, on a les calories qui sortent. Et pour beaucoup de personnes, c'est aussi simple que ce qui rentre, c'est ce que je mange, et ce qui sort, c'est combien je bouge. Donc c'est les 10 000 pas par jour, c'est les 30 minutes de cardio, c'est ta 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 ta. C'est plus compliqué que ça. Et comprendre un peu plus ce qui se passe dans le corps, ça va permettre de faire des meilleurs choix. Parce que je le dis à tous les épisodes quasiment, j'ai l'impression, ce que j'ignore ce que j'ignore, et ce que j'ignore peut causer des problèmes. Mais du coup, le fait que vous sachiez ces choses-là, je l'espère, peut vous permettre de prendre de meilleures décisions. Donc, premièrement, mettons les choses au clair. Le corps ne brûle pas de calories. C'est une façon de parler. C'est une belle image. C'est facile à comprendre, mais ce n'est pas littéral. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le corps, sans aller trop en détail, le corps produit de l'énergie grâce à ce qu'on appelle au transport d'électrons. Et les électrons, donc un transport d'électrons, un mouvement d'électrons, c'est ce qu'on appelle de l'électricité. Et ça se passe dans les mitochondries. Les mitochondries, c'est des organites qui sont dans nos cellules. Et c'est ceux qui sont responsables de la production d'énergie. C'est un petit peu nos usines à gaz, si vous voulez. Alors, on peut, certes, contrôler la quantité d'énergie qui rentre avec notre rapport nutritionnel, avec ce qu'on mange. Donc, les calories rentrantes, même si le corps ne brûle pas de calories, mais les calories qui rentrent, la quantité d'énergie qui rentre, c'est effectivement contrôlé par ce qu'on mange. Et donc ça, c'est un de nos leviers sur lesquels on peut agir lorsqu'on veut perdre du poids. Et je vais parler de comment faire ça sainement. Mais qu'en est-il de l'énergie qui sort? L'énergie qui sort, c'est pas juste le sport, c'est pas juste le fait de bouger. Et il y a beaucoup de gens qui omettent d'expliquer ce qui se passe. Dans le corps, il y a tout ce que fait le corps humain coûte de l'énergie. Pas juste bouger, pas juste le mouvement. L'immunité, ça coûte de l'énergie. La thermorégulation, ça coûte de l'énergie. Qu'est-ce que c'est la thermorégulation? Il y a beaucoup de gens qui ont dû le vivre, et c'est en particulier courant chez les femmes souffrant d'hypothyroïdie, mais c'est quand euh, j'ai un manque souvent nutritionnel, et ben j'ai froid aux mains surtout. Et ça, c'est la thermorégulation, c'est le corps qui réduit la capacité de me sentir chaud parce qu'il n'y a pas de ressources à bord. Et donc vous commencez à comprendre que, ah, donc si ça veut dire que mon corps n'a pas les ressources à bord, eh ben il va réduire les calories qui sortent, entre guillemets les calories qui sortent, en réduisant la thermorégulation, ou peut-être en compromettant mon immunité. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si le corps il voit qu'on bouge 3 tonnes et qu'en même temps on mange pas du tout, bah, le corps il est intelligent, il va se dire bon bah clairement on a besoin de bouger parce que il s'arrête pas ou elle s'arrête pas de bouger, et en même temps on n'a pas grand-chose pour survivre. Bon bah du coup qu'est-ce que je peux réduire pour économiser de l'énergie? Et une des choses que je peux réduire c'est la thermorégulation. Une autre chose que je peux réduire c'est mon immunité, même si c'est moins idéal. Le métabolisme, parce que un mot qui devient de plus en plus populaire. Et donc le corps est intelligent et c'est pas juste une question de combien je bouge et combien je mange. Juste que vous compreniez ça. C'est plus subtil que ça. Si c'était aussi simple que il faut bouger 3 tonnes, il faut pas manger, tout le monde perdra du poids, sans problème. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez peut-être déjà dû l'essayer. Donc, la majorité des gens sont carencés. C'est-à-dire que
il manque certaines vitamines, il manque certains minéraux. Il manque certains minéraux dans l'alimentation. C'est le cas de l'écrasante majorité des gens. Je connais très peu de gens qui ont une alimentation qui est suffisamment riche pour leur donner tout ce dont leur corps a besoin. C'est rare. Et je vais digresser encore un peu, mais le petit déjeuner un petit peu classique français, que ce soit euh, les céréales avec du lait ou les tartines avec du miel ou de la confiture, des choses comme ça, c'est zéro nutriment. Ça ne donne pas du tout au corps ce dont il a besoin. Et ça donne beaucoup de sucre, souvent, des fois un peu de gras, ça donne quasiment pas de protéines et c'est très pauvre en vitamines, c'est très pauvre en minéraux. Donc la plupart des gens, la plupart des Français partent avec, comment on dit, euh, ils se tirent une balle dans le pied dès le petit-déj. Bref. Donc, la plupart des gens sont carencés. Et le problème, c'est que quand on est déjà carencé et qu'en plus de ça, on commence à réduire les calories, à réduire notre apport euh, en nourriture, notre quantité de nourriture, là, c'est vraiment pas bon. Parce que déjà que le corps n'avait pas ce dont il avait besoin, maintenant, non seulement il a pas ce dont il a besoin, mais en plus, il y a moins d'énergie. Et c'est pas du tout une situation optimale pour la santé. Et donc, une autre chose qui est très courante quand on veut perdre du poids, c'est de vouloir éviter le gras à tout prix. Et ce n'est pas une bonne idée. L'idée que, euh, je sais que ça sonne bien, mais l'idée que manger gras, ça rend gras, ça sonne bien, mais c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Oui, pour une quantité équivalente, c'est-à-dire si je prends 1 gramme de sucre, 1 gramme de protéines et 1 gramme de gras, oui, le gramme de gras va avoir plus de calories, va contenir plus d'énergie. 1 gramme de sucre ou 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Et potentiellement moins parce que ça coûte beaucoup d'énergie à digérer. 1 gramme de matière grasse ou de gras, c'est 9 calories. Donc c'est plus du double. Donc c'est vrai. Mais c'est à poids égal. Et on mange pas. Si je mange 200 grammes de pâtes, ce qui est facile à faire, il n'y a pas 200 grammes de gras avec. Ok. Donc, souvent, quand on essaye de perdre du poids et qu'on réduit notre apport calorique, on a des fringales soudaines. Et le problème, c'est que ça peut être encore plus souvent le cas quand on est carencé, ce qui, une fois de plus, est le cas de la majorité des personnes. Pourquoi? Parce que le corps, il est intelligent. Il va chercher à tout prix à trouver les vitamines et les minéraux qui lui manquent. Et du coup, il va dire, mange 3 tonnes de chocolat parce que dans le chocolat, il y a du magnésium. Et je n'ai pas de magnésium à bord, donc il faut que tu manges ce chocolat, par exemple. Donc, autrement dit, là où je veux en venir, c'est que si, et je vais vous donner quelques conseils pratiques pour ça, mais si je ne fais pas attention à avoir une alimentation qui est riche en nutriments dans un premier temps, si je fais attention à ne pas être carencé avant de réduire ma quantité de nourriture, alors j'aurai beaucoup moins de fringales. Et ça sera beaucoup plus facile. Et je me sentirai beaucoup mieux. Et donc, le stéréotype de je mange une salade avec tomates, laitue et une tranche de jambon et sans matière grasse, c'est une idée horrible. C'est terrible. C'est pas nutritif. C'est. Non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est. Ça va pas. Je connais pas une personne pour qui ça va être suffisant. Et donc, concrètement, il faut commencer par consommer des aliments qui sont riches en nutriments, riches. Pas forcément riches en calories, riches en nutriments. C'est pas pareil, donc, qui ont plein de vitamines, qui ont plein de minéraux, et la plupart du temps qui ont plein de protéines aussi. Des choses comme des abats, donc par exemple le foie de bœuf. C'est incroyablement riche. Un petit morceau de foie de bœuf, ça va vous donner toute la vitamine A et plein d'autres choses, mais toute la vitamine A pour la semaine entière. La viande de qualité, y compris la viande rouge, et de qualité, c'est important. Les œufs, hyper riches en nutriments. Les fruits de saison, je recommande aussi. Euh, on peut facilement trop en manger des fruits de saison, mais un petit peu, de manière raisonnée, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal.
Des poissons gras. Donc par exemple sardines, saumon, excellent aussi. Du fromage au lait cru, très bon aussi. C'est pareil, c'est facile d'en manger trop, mais c'est extrêmement riche en nutriments. Une autre chose à savoir, donc je parlais de éviter le gras à tout prix, je ne recommande pas. Le gras, il est indispensable pour la bonne absorption de certaines vitamines, ce qu'on appelle des vitamines liposolubles. Vitamines comme la vitamine A, dont je parlais, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine K. Donc, si on ne mange pas de gras, on ne va pas assimiler ces vitamines. Donc, même si je prends un complément alimentaire avec tout plein de vitamines, si je n'ai pas de matière grasse avec, je ne vais pas les absorber. Je vais juste avoir une urine qui coûte cher. Voilà, je vais avoir un pipi qui coûte cher. Et donc, une autre chose que peut-être beaucoup de gens ignorent, c'est que nos hormones, la production d'hormones nécessite du gras et surtout du cholestérol. Et je sais que cholestérol de nos jours, c'est un gros mot, et ça fait plusieurs décennies que c'est le cas, mais nos hormones ont besoin de cholestérol pour être produites. Si je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas d'hormones. Et c'est pour ça que c'est mon foie qui produit du cholestérol. Le cholestérol, une autre parenthèse, le cholestérol que je mange dans mon alimentation ne sera jamais égal au cholestérol produit par mon foie. Si j'ai un cholestérol élevé dans mon sang, déjà, c'est pas forcément la cause des problèmes, et ce n'est pas à cause du cholestérol nécessairement que je mange. C'est un autre sujet. Bref, le cholestérol, c'est pas un grand méchant loup. Le cholestérol est absolument vital pour la production de nos hormones. Donc, il y a certaines graisses, cependant, toutes les graisses ne sont pas égales, si vous voulez. Et pour penser à ça, j'essaie de réfléchir. Quand je pense à ces choses-là, quand je pense à ces sujets-là, j'essaye d'avoir plusieurs perspectives. J'essaye de me dire qu'est-ce qui a du sens vis-à-vis de notre évolution. Donc, c'est-à-dire, ça fait plusieurs centaines de milliers d'années que l'être humain existe, la Homo sapiens, l'espèce Homo sapiens. Qu'est-ce qu'on a mangé pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années qui nous a permis d'arriver ici? Et si c'est quelque chose qu'on a mangé pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années, c'est probablement que notre corps va bien fonctionner avec. Et ça, c'est une des perspectives que j'utilise. C'est pas une vérité absolue, mais ça aide beaucoup. Euh, et pour les graisses, c'est une perspective qui peut servir. Parce qu'il y a certaines graisses que je ne recommande pas, euh, voire que je considère personnellement comme toxiques, et c'est celles que j'éviterai. Et c'est des graisses comme les huiles hydrogénées, donc qu'il y a dans la margarine, qu'il y a dans certaines mayonnaises, dans certaines sauces industrielles. Et il y a aussi les graisses polyinsaturées, comme l'huile de tournesol et l'huile de colza. Alors je sais, il y a eu une énorme campagne publicitaire pour dire c'est des huiles qui sont bonnes pour le cholestérol. Une fois de plus, c'est un autre sujet. Le cholestérol, c'est pas forcément le grand méchant loup. Le problème, c'est l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Et figurez-vous que l'huile de tournesol et l'huile de colza, surtout quand on n'a pas suffisamment d'autres graisses saines, et surtout quand on les fait chauffer, quand on cuit avec, c'est extrêmement inflammatoire. Et donc, c'est pas des choses euh, que je consommerais, c'est pas des choses que je recommanderais. Et pour en revenir à la perspective dont je parlais il y a 2 minutes, l'huile de tournesol et l'huile de colza, c'est pas quelque chose qu'on consommait au cours de notre évolution. Pas du tout. Donc, c'était pour tout ce qui était matière grasse, s'affamer quand on est carencé, etc. Donc commencez par manger des aliments qui sont riches en nutriments. Et c'est pas nécessairement des aliments qui sont riches en calories. Et je vais revenir là-dessus pendant mes conseils pratiques. Et donc maintenant, on va parler d'une hormone qui est importante, qui est l'hormone qu'on appelle la leptine. Alors, je vais faire en sorte d'expliquer ça de manière simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, je vais commencer par là, la leptine est une hormone qui a été découverte en 98. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des médecins qui ont reçu leur diplôme sans jamais avoir entendu parler de la leptine.
Tout simplement parce qu'ils ont eu leur diplôme avant 98. Et même s'ils l'ont eu après 98, il faut du temps entre la découverte, une découverte scientifique et le fait qu'elle soit dans un livre scolaire. Bref. Pourquoi je parle de la leptine? Si je vous donne une analogie, la leptine a à peu près la fonction de la jauge de carburant dans la voiture. Donc quand je conduis, quand je vais prendre la route, j'ai ma jauge de carburant qui me dit combien j'ai d'essence, combien il me reste d'essence. Et donc la leptine, c'est l'équivalent pour notre cerveau. Ça dit à notre cerveau, voilà la quantité d'énergie, d'essence, d'énergie qu'on a à bord. Et donc, en fonction de la quantité d'énergie qu'on a à bord, le cerveau il va ajuster notre appétit, il va ajuster notre capacité à brûler du gras, et il va ajuster notre thyroïde. La thyroïde, si vous voulez, dans cette analogie, c'est un peu la pédale d'accélérateur. Donc si j'ai suffisamment d'énergie à bord, si j'ai suffisamment d'essence à bord, je vais pouvoir accélérer un peu plus. Et quand je dis énergie à bord, je parle du gras. Parce que la fonction du gras, une des fonctions du gras, c'est d'être une réserve d'énergie pour le corps. Donc, si ma leptine ne fonctionne pas, et je vais expliquer comment ça peut arriver. Si ma leptine ne fonctionne pas, mon cerveau ne sait pas combien de gras j'ai à bord. Et s'il ne sait pas combien de gras j'ai à bord, on va avoir beaucoup d'appétit et on va pas potentiellement brûler la graisse très bien. Pourquoi? Parce que imaginez que vous partez en vacances et que vous ne savez pas combien d'essence vous avez dans votre réservoir. Par sécurité, à chaque fois que vous allez voir une station d'essence, vous allez faire le plein. Par sécurité, parce que vous ne voulez pas tomber à plat. Et donc de la même façon, si le corps, si le cerveau ne sait pas combien d'énergie on a à bord, par sécurité, on va certainement limiter la quantité d'énergie qu'on dépense, donc ça veut dire qu'on va brûler moins de gras, et on va augmenter l'appétit pour refaire le plein, si vous voulez, aussi souvent que possible. Donc, comment faire en sorte que la leptine marche correctement, fonctionne correctement? Donc, on peut maximiser la leptine en faisant en sorte de manger plus en début de journée et de ne pas sauter de repas. Donc, sauter le petit déjeuner, ce n'est pas forcément une bonne idée. Je sais que c'est pratique pour beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus faim le matin parce qu'ils ont l'habitude. Mais si tout est régulé correctement, on est censé avoir faim le matin. Et c'est pareil. Dire que j'ai pas faim le matin, c'est pas forcément une bonne chose, de la même façon que, euh, en général, les gens qui n'ont pas faim le matin ont du mal à dormir le soir. Ils ont du mal à s'endormir. Donc, ce qu'on veut pour maximiser la leptine, on veut manger plus en début de journée. Donc manger plus au petit déjeuner ou manger un petit déjeuner. Et quand je dis plus, c'est pas forcément une quantité, c'est surtout en nutriments et en protéines. Donc je veux un bon petit déjeuner. Je veux un bon déjeuner. Je ne veux pas sauter de repas. Et pour le dîner, je ne veux essayer autant que possible. Et je sais qu'il y a des gens qui rentrent tard. Je sais qu'il y a les enfants des fois à gérer. Je sais qu'il faut cuisiner, etc. Le but, c'est de faire de son mieux. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce qui peut aider votre leptine et du coup aider vos hormones et du coup aider votre perte de poids et vos niveaux d'énergie, etc., vous ne pourrez jamais prendre de meilleures décisions. Donc le but, c'est pas de vous mettre la pression, le but n'est pas de stresser, le but est de vous donner l'information pour que vous puissiez, en tant qu'adulte, prendre de meilleures décisions. Donc, essayez de ne pas manger trop tard. Si vous devez manger tard, ce qui arrive, j'en suis tout à fait conscient. Si vous devez manger tard parce que vous avez des responsabilités, essayez de manger léger et essayez de limiter les glucides, les sucres. Donc, typiquement, un repas que vous pourriez manger tard le soir, si vous n'avez pas le choix, c'est un bout de poisson avec, je ne sais pas, des légumes, et éviter le dessert le soir. Et l'envie de dessert le soir, ça vient souvent du fait que, premièrement, mes hormones sont pas réglées, et deuxièmement, parce que j'ai pas assez mangé pendant la journée. Donc, si, là, ça veut pas dire ne jamais manger de dessert, ça veut dire que si vous mangez un dessert, ou bien vous le mangez moins, vous en mangez moins, ou bien vous le mangez plus tôt dans la journée. Il y a des options. Bref, donc pas manger trop tard, et si vous mangez tard, mangez léger,
et limiter les glucides, éviter le dessert le soir avant de dormir. C'est parce que faire monter, consommer du sucre, ça va augmenter votre insuline, et l'insuline, ça empêche la leptine de faire son boulot. Et ça empêche aussi la mélatonine d'être sécrétée, donc l'hormone du sommeil. Donc, une autre chose, essayez d'être dehors, même pendant quelques minutes, au moment du lever du soleil. Je ferai un épisode entier sur tout ce qui est le cycle jour-nuit et euh, comment drastiquement augmenter nos niveaux d'énergie et améliorer notre sommeil juste en utilisant le soleil à des moments précis dans la journée. J'y viendrai plus tard. Autant que possible, on veut éviter les activités stressantes le soir. Une fois de plus, je sais que des fois, il y a les enfants. Je sais que des fois, voilà, il y a des choses qui se passent. Mais le stress, c'est l'antagoniste, c'est l'opposé du sommeil. Donc ça nous empêche de dormir et ça empêche aussi la leptine de faire son boulot. Donc protégez votre sommeil. Utilisez des lumières tamisées dans les tons rouges orangés et des lampes au sol de préférence. Donc une ambiance qui permet de se détendre et d'encourager le sommeil. Et je suis tout à fait conscient que notre société, elle n'est pas forcément conçue pour optimiser la leptine. Donc une fois de plus, ne vous mettez pas la pression. Il y a une différence entre ce qui est commun, ce qu'on voit autour de nous, ce qui est presque normal, et quelque chose qui est naturel. C'est normal. Le but, c'est de faire de notre mieux. Euh, mais une fois de plus, rester dans l'ignorance, c'est pas une solution. Quand on sait mieux, on fait mieux. Donc ça, c'était le sujet de la leptine. Si vous comprenez ça, j'espère que j'ai rendu ça clair. Si vous comprenez ça et que vous faites les petites modifications dont je viens de parler, vous allez pouvoir améliorer vos hormones et perdre du poids plus facilement. Ça va être beaucoup plus facile. Un autre sujet important quand il s'agit de perte de poids, c'est de réduire le stress. Réduire le stress. Ça, c'est plus courant, on a tendance à l'entendre un petit peu plus, ce qui est une bonne chose. Alors pourquoi c'est important? Parce que je tiens juste à vous l'expliquer. J'ai pas juste envie de vous dire réduisez votre stress et croyez-moi sur parole et tout va bien se passer. J'ai envie de vous expliquer un petit peu plus pourquoi on veut réduire le stress. Parce que quand vous comprenez le pourquoi, vous pouvez faire des... Déjà, vous êtes plus motivé à le faire, à prendre votre stress en charge autant que possible. Mais aussi, vous avez plus la capacité d'adapter vos choix, vos décisions en fonction de vos circonstances. Parce que vous savez un peu plus le pourquoi du comment, le principe fondamental. Donc, si on prend la perspective du corps, quand le corps est stressé, quand on est stressé, c'est que pour le corps, notre survie est compromise. N'oubliez pas que l'être humain, c'est un animal avant tout. On a plein de mécanismes de survie qui sont encore là aujourd'hui, même si ce n'est pas aussi pertinent pour le monde dans lequel on vit, le monde moderne. Mais être stressé parce que, par exemple, on a un boulot qui est éprouvant, ou parce qu'on est déshydraté, être stressé comme ça, c'est l'équivalent de se faire pourchasser par un tigre à dents de sabre, dans il y a des dizaines de milliers d'années. C'est la même chose. Pour notre corps, pour notre système nerveux, c'est la même chose qui se passe. Même si, de ce qu'on perçoit, c'est pas la même chose du tout. Et donc, la question que je tiens à vous poser, et c'est pour ça que je tenais à détailler ça, le stress, si, est-ce que, d'après vous, est-ce que le corps va vouloir se débarrasser de ses précieuses réserves d'énergie quand il est pourchassé par un tigre à dents de sabre? Non. Là, quand on est en danger, on veut stocker de l'énergie. On veut, au cas où, avoir tout ce qu'il faut pour survivre. Et donc, en d'autres termes, pour résumer, quand on est stressé, le corps, il ne veut pas lâcher le gras, il ne veut pas le dépenser. Parce que on est stressé, c'est une question de survie, et on ne veut pas se détacher de nos réserves d'énergie. Donc, un petit peu dans la même veine, c'est le sommeil, dormir. Figurez-vous que c'est en hiver qu'on est censé perdre le plus de poids, parce que c'est l'équivalent de l'hibernation pour les humains. Euh, En hiver, il fait nuit plus longtemps, et on est censé
censé plus dormir, parce qu'il fait nuit plus souvent. Sauf qu'une fois de plus, on est dans une société moderne où on est parfaitement éclairé la nuit, et du coup on peut continuer de travailler, on peut continuer d'être actif, même quand il fait nuit. Cependant, on est censé en hiver dormir un peu plus, et on est censé brûler nos réserves de gras qu'on a accumulées pendant l'été et pendant l'automne. Euh, et donc, je ne sais pas si vous saviez ça, mais vous êtes-vous déjà demandé où allait le gras qu'on perdait? Quand je perds du gras, où est-ce qu'il va? La majorité de ce gras est dans l'air qu'on expire. La majorité. Et donc, tout ça pour dire, je vais pas aller trop dans les détails pour le sommeil. Je ferai probablement un autre épisode où j'en parlerai plus en détail. Mais protéger votre sommeil, ça va vraiment faire une grosse différence, une énorme différence pour tout. Vos hormones, vos tumeurs, vos fringales, la perte de poids, vos niveaux de stress, etc. Pour les femmes qui ne sont pas encore ménopausées, essayez autant que possible de respecter votre cycle menstruel de 28 jours à peu près. Il y a des phases de ce cycle où vous êtes censé manger plus, et c'est normal. Il y a des phases où vous pouvez manger un peu moins. Par exemple, pendant les règles, pendant les quelques premiers jours du cycle, vous pouvez manger moins. Parce que le métabolisme ralentit naturellement pendant cette période. Mais la semaine avant les règles, par exemple, c'est le moment de manger un peu plus. Et donc, respectez votre cycle. C'est tout à fait normal d'avoir des moments où on veut manger plus, des moments où on veut manger moins. Votre biologie, en tant que femme, elle est capable de supporter deux vies. Ou plus si vous avez des jumeaux ou des triplés ou peu importe. Mais au moins deux vies. Et faire du sport à outrance, être vraiment strict avec ses repas, tout en allant au boulot 5 jours par semaine, ça peut rapidement mener à l'arrêt des règles, ça peut rapidement mener au syndrome prémenstruel ou pire, et ça peut même mener des fois à l'infertilité. Parce que le cycle féminin n'est pas censé être tout le temps pareil. C'est par définition, ça cycle. On ne- Si on fait toujours pareil, si on est toujours beaucoup de sport, pas peu de calories et beaucoup de stress tout le temps, ça ne veut pas marcher. Il y a des périodes du cycle où on peut gérer beaucoup mieux le stress que n'importe quel homme. Il y a des périodes du cycle où il faut qu'on se repose. Et je sais encore une fois, ce n'est pas idéal dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais si vous savez ça, il y a plein de choses que vous pouvez faire au quotidien pour soutenir votre cycle. Euh, et ça, c'est vraiment un sujet qui est important parce que malheureusement, euh, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et donc, quand vous voulez perdre du poids, un des, une des choses qui est importante à savoir, c'est d'y aller progressivement. Donc, vous voulez pas, d'un seul coup, sauter un repas. Vous ne voulez pas, d'un seul coup, réduire votre assiette de moitié. Ça va être complètement traumatisant pour le corps. Et donc, vous voulez y aller vraiment progressivement. Vous retirez doucement les aliments qui sont les plus riches en calories et vous retirez en premier les aliments qui sont les moins riches en nutriments. Donc par exemple, si vous mangez du riz avec 2 repas sur 3 ou un repas sur trois, vous pouvez réduire votre riz. Parce que le riz, c'est quasiment que des calories. Il n'y a quasiment pas de nutriments dedans. Donc ça va pas être un gros stress pour le corps, mais ça va être une réduction progressive de l'apport énergétique. Vous pouvez bouger un petit peu plus. Et il y a des détails, et c'est pour ça que j'ai fait un épisode. L'épisode 2, c'était sur le sport et un petit peu d'autres perspectives sur le sport et la différence entre le mouvement et le fait de se dépenser et ensuite qu'est-ce que c'est que se ressourcer avec le mouvement. Mais ce que vous laissez bouger un peu plus est toujours respirer par le nez. Je vais parler de la respiration par le nez probablement dans le prochain épisode. Mais respirer par la bouche quand on fait du sport, c'est 10 fois plus stressant et c'est pas nécessaire. Donc si vous décidez de faire du cardio, limitez-vous à ce que vous pouvez faire en respirant par le nez et vous allez vous sentir
mille fois mieux. Et je peux même vous dire ça, respirer par le nez, ça encourage le corps à brûler du gras plutôt que brûler du sucre. Donc, quand je dis bouger un peu plus, pensez à bouger pour vous faire du bien. Une fois de plus, pour revenir au début de la conversation, on parlait de qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Vous voulez perdre du poids pour vous sentir bien et pour vous sentir accepté par les autres et pour vous accepter vous-même. Donc, commencez par bouger pour vous faire du bien, pour soutenir vos systèmes de détoxification. Donc, le mouvement, ça va pomper la lymphe, ça va permettre au corps de faire bouger les toxines et les évacuer. Pensez à ça plutôt qu'à brûler des calories, vraiment. Et ça va radicalement euh, altérer la façon dont vous voyez le sport. Le sport, le but, c'est pas de se punir, c'est pas de brûler le dernier repas. Le but du sport, c'est de répondre à un besoin du corps qui est le mouvement. Et le but, c'est de se faire du bien. C'est quelque chose qu'on va faire à vie. C'est pas quelque chose qu'on va faire pendant 2 mois avant ma semaine à la plage pour avoir l'air plus sexy. C'est pas une façon saine d'approcher les choses. Et avant de passer aux conseils pratiques, j'aimerais juste mentionner deux petites choses sur pourquoi est-ce que le corps aimerait s'attacher au gras. Euh, alors, premièrement, la raison pour laquelle on accumule du gras, une des raisons pour laquelle on accumule du gras, c'est pas juste parce qu'on mange plus ou mange trop, c'est parce qu'on mange plus que ce que le corps est capable de métaboliser. D'accord? Donc, en d'autres termes, je vais vous donner une autre image, ça va peut-être aider. C'est pas comme le problème, c'est pas que je mets trop d'essence dans ma voiture. Le problème, c'est que je mets plus d'essence que ce que la voiture consomme. Donc si par exemple j'ai une Formule 1, ça consomme probablement énormément d'essence. Vu que ça consomme beaucoup d'essence, je peux en mettre plus, à un rythme plus soutenu, parce que ça va être consommé. Si par contre j'ai une 107, une Peugeot 107, et je vais pas demander à Peugeot de faire de la pub, mais si j'ai une Peugeot 107 qui consomme pas grand-chose, si je mets de l'essence au même rythme que dans la Formule 1, ça va déborder. Et ce débordement, pour le corps humain, c'est ce qu'on accumule sous forme de graisse. Donc, c'est pas juste je mange trop, c'est que je mange. En fait, j'ai un excès par rapport à ce que mon corps peut métaboliser, transformer en énergie. Et souvent, c'est pas juste parce que l'apport en énergie, l'apport calorique, il est trop important. C'est aussi parce que mon moteur, métaphoriquement le moteur de mes cellules, il tourne pas à fond. Et ça, c'est un autre sujet, mais notre santé cellulaire est très souvent compromise et c'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on est stressé, c'est pour ça qu'on n'a pas la pêche, etc. Une deuxième raison pour laquelle pour laquelle le corps s'attache au gras, c'est plus souvent pour les femmes, et c'est de l'ordre du psycho-émotionnel, c'est à cause des abus sexuels. Parce que le gras, ça offre un petit peu une armure protectrice pour ne pas que ça se reproduise. Et donc inconsciemment, pour éviter que ce traumatisme qu'on a vécu se reproduise, on va accumuler du gras parce qu'on sait que ça réduit les chances que ça se reproduise à nouveau. Si c'est votre cas, je vous invite à demander de l'aide auprès d'un thérapeute qui est spécialisé parce que ça peut énormément vous aider. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais que ça existe. Et la troisième et dernière raison que j'aimerais mentionner pour laquelle le corps s'attache au gras, c'est que les cellules graisseuses, le gras, font aussi office de prison pour les toxines du corps. C'est-à-dire que quand notre foie, il est surchargé, parce que le foie, il est responsable de filtrer et de gérer les toxines et de les évacuer. Mais quand il y en a trop, le foie, il devient surchargé. Quand le foie est surchargé, l'excès de toxines va dans nos tissus graisseux, dans notre gras. Et donc, en ce sens, ce gras est là pour nous protéger, pour éviter que ces toxines aillent dans le sang et fassent des dégâts. Et donc c'est là qu'il y a l'intersection, notamment entre la santé et la perte de poids. C'est que plus je suis en bonne santé, plus je réduis la quantité de poison dans mon environnement, comme du moins les poisons que je peux éliminer, sur lesquels
j'ai mon mot à dire, comme certains produits cosmétiques, la majorité à vrai dire. Peut-être les pesticides, les conservateurs, les additifs, beaucoup de produits nettoyants également. Si je fais attention à ces choses-là, ça va permettre à mon foie de mieux gérer. Et du coup, ça va donner la capacité à mon corps. Mon corps, il va se dire, OK, le foie, il marche bien. Donc je peux brûler un peu de gras, ce qui va libérer ces toxines. Mais du coup, comme le foie, il fonctionne bien, j'ai pas peur de libérer ces toxines. D'accord? Donc c'est une autre raison pour lesquelles euh, il peut être difficile de perdre du gras. Même si on fait beaucoup de sport, même si on mange peu. Donc, c'est tout pour ce que je voulais mentionner pour cet épisode aujourd'hui. Quelques conseils pratiques. Je vais un petit peu me répéter sur certaines choses et d'autres choses seront nouvelles pour cet épisode. On veut s'hydrater suffisamment entre les repas. La déshydratation, c'est un stress, comme je disais. Ça empêche. Bon, la déshydratation, ça cause beaucoup de problèmes, mais c'est un stress. Ça empêche aussi la bonne évacuation des toxines. Donc, si, comme je viens de le dire, les cellules graisseuses sont là pour enfermer les toxines, si en plus de ça, je ne suis pas hydraté, mon corps va vraiment pas vouloir perdre ce gras et libérer ces toxines. Donc, s'hydrater suffisamment entre les repas, pas pendant les repas, mais entre les repas, très important. Manger surtout des aliments naturels et pas des transformés. Donc, aliments naturels, c'est fruits, c'est légumes, c'est des œufs, c'est du fromage, c'est de la viande, c'est du riz, mais ce que ce n'est pas, donc pas des transformés, c'est pas des pizzas toutes faites. C'est pas, et ça veut pas dire que c'est mal, mais ça veut juste dire que ces choses-là sont créées pour qu'on en mange plus. Là, il y a des ingénieurs qui travaillent pour rendre ces choses addictives. D'accord? Donc, des chips, des bonbons, des trucs comme ça va pas encourager la satiété parce que c'est pas du tout nutritif et c'est juste de l'énergie qui marche comme ça, qui est à fond. Dans la même veine, manger suffisamment de protéines. Surtout, surtout pour les femmes. Manger comme un poussin, manger une tranche de jambon, et encore, c'est positif, c'est au mieux. Manger une tranche de jambon avec 3 feuilles de salade, ce n'est pas suffisant. Il faut manger des protéines. Surtout si, comme je le recommande, comme je vais le recommander dans 2 minutes, surtout si vous faites de la musculation, qui est la meilleure façon, qui est le meilleur sport, le meilleur type d'activité physique pour perdre du poids. Mangez des protéines parce que ça encourage la satiété, ça encourage la, le maintien de la masse musculaire et donc la perte du poids. Parce qu'il y a une différence entre perdre du poids et perdre du gras. Je ne veux pas juste perdre du poids, je veux maintenir ma masse musculaire et je veux perdre mon gras. Et si je ne mange pas de protéines et que je réduis mes calories, mon corps, il va faire, bah, j'ai besoin de protéines, tu m'en apportes pas, donc je vais utiliser tes propres muscles pour avoir ce que j'ai besoin. Je vais recycler tes propres muscles pour que tout fonctionne. Et si vous voulez avoir un aspect, un terme qui est très courant pour les femmes notamment, un corps qui est tonifié, tonifié c'est musclé. Tonifié c'est qu'il y a peu de gras et qu'on voit et que les muscles donnent de la forme. Donc manger suffisamment de protéines. Euh, et idéalement, et c'est un très bon conseil qui est vraiment facile à mettre en place, mais commencez vos repas par les protéines et les fibres, enfin les protéines et les légumes. Ensuite, vous avez les glucides, par exemple le riz ou les patates, si vous en avez besoin. Donc, si vous faites énormément de sport, énormément de muscu, bah, mangez un peu plus de glucides. Vous allez savoir si vous en manquez. Euh, et donc, commencez par les aliments les plus nutritifs. Donc, très souvent, si vous avez des protéines de qualité, si vous avez un beau morceau de poisson, si vous avez un morceau de foie de bœuf, si vous avez des œufs, c'est aussi les aliments les plus nutritifs et c'est les aliments qui sont riches en protéines. Donc, commencez par ça. Une excellente habitude à prendre, et je crois que je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, c'est marcher après chaque repas. Ça va aider la digestion. Ça va vous rajouter des pas dans la journée. Ça va, si vous le faites sans lunettes ou sans lentilles de contact, vous avez les bienfaits de la lumière du soleil. Respirez par le nez et
Et voilà, c'est vraiment simple à mettre en place, même si c'est quelques minutes, c'est extrêmement bénéfique. Attention au niveau de stress. Et attention à ne pas faire trop de sport, parce que trop de sport, c'est aussi un stress. Surtout si c'est du cardio. Si vous faites du cardio à outrance, surtout si vous respirez par la bouche en le faisant, c'est très stressant. Et du coup, si vous n'avez pas particulièrement envie de faire du cardio, surtout que le cardio, on a tendance à vouloir, on a besoin d'en faire pas mal en durée pour avoir vraiment les bienfaits. Ce que je recommande, c'est de faire de la musculation. C'est le meilleur outil pour perdre du poids si vous deviez choisir un seul type d'activité physique, en particulièrement à long terme. C'est le meilleur pour vos hormones, c'est le meilleur pour le maintien de la masse musculaire, c'est le meilleur pour accélérer le métabolisme et c'est le moins stressant. Et c'est potentiellement celui qui prend le moins de temps. Donc, voilà, c'est tout pour mes conseils pratiques. J'espère que cet épisode a été utile pour vous. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Euh, je sais que votre temps est précieux et je ne me le prends pas à la légère. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir, ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien en commentaire si vous regardez ça sur YouTube. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos questions. Et puis, dans tous les cas, je vous reverrai la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.